Il faut donc sauver le soldat Atos. Atos qui plonge encore en bourse, on est quasiment à 75% de baisse. L'État français a annoncé avoir prêté hier 50 millions d'euros à ce géant du cyber en difficulté. Atos, pour se donner une idée de la crise que le groupe subit, valait en bourse 7 milliards d'euros il y a 5 ans. Aujourd'hui, ça vaut 200 millions. Donc, c'est absolument une chute vertigineuse. Je souhaiterais le répéter parce que c'est important. Nous sommes très confiants pour l'avenir de la société. Donc, vous n'avez pas de responsabilité dans la situation dans laquelle est aujourd'hui cette entreprise, qui est importante. Mais je n'ai pas de commentaire à faire. On appelle une crise de gouvernance. Ça fait chic, la crise de gouvernance. Une version moins chic, c'est de dire des dirigeants incompétents. L'État français surveille le dossier de près, car Atos, ce sont aussi des actifs stratégiques, et en particulier dans le domaine nucléaire, civil et militaire. L'entreprise s'occupe de la cybersécurité, des Jeux de Paris, de nos centrales nucléaires, de l'armée. Enfin, côté gestion informatique, elle a la SNCF et les compteurs Linky comme clients. On veut protéger l'activité souveraine. Elle est déjà abîmée et donc cette relative lenteur de l'État à s'en occuper est probablement problématique. Bonjour, je suis Christophe David, journaliste économique, ancien rédacteur en chef adjoint du magazine Capital, et aujourd'hui je collabore à Blast. Et donc je viens de réaliser une enquête sur la déconfiture d'Atos, enquête en 2 parties, que vous lirez, j'espère, avec plaisir. Alors, Atos, qu'est-ce que c'est ? C'est le numéro 2 des groupes informatiques en France. Le premier étant Capgemini. Capgemini, c'est 22 milliards. Atos, c'est 10 milliards d'euros. Donc, c'est quand même un groupe très important qui est sur l'ensemble des métiers du numérique et de l'informatique, historiquement beaucoup dans ce qu'on appelle l'infogérance, c'est-à-dire la gestion des services des entreprises et de leur parc informatique, et aujourd'hui dans toute la gamme des métiers. C'est aussi un groupe qui est très présent dans la sphère publique, qui est à l'origine de la gestion de la carte vitale, la carte d'identité, de France Connect, que tout le monde connaît quand on paye ses impôts, de beaucoup de services publics. Et enfin, c'est pour ça que le dossier est important pour nous tous, c'est que Atos est au cœur de sujets de souveraineté. C'est-à-dire que sa filiale Bull est en charge grâce à ses supercalculateurs, de la simulation des essais nucléaires. Atos assure aussi la commande de machines des centrales nucléaires. Et par ailleurs, c'est un prestataire de l'armée, notamment sur des sujets de cryptage. Atos, pour se donner une idée de la crise que le groupe subit, valait en bourse 7 milliards d'euros il y a 5 ans. Aujourd'hui, ça vaut 200 millions. Donc, c'est absolument une chute vertigineuse. Quel est le bilan de Thierry Breton à la tête d'Atos ? C'est un sujet extrêmement débattu. Lui se défend d'avoir la moindre responsabilité dans la situation actuelle de l'entreprise. Il l'a redit devant la commission d'information du Sénat. Néanmoins, on peut quand même considérer que la croissance boulimique qu'il a entreprise a posé problème. Ça semble évident aujourd'hui. Quand Thierry Breton prend les commandes d'Atos, le groupe fait 5 milliards de chiffre d'affaires. Quand il s'en va en 2019, le groupe fait 10 milliards. Il a fait doubler sa taille en 3 ans, je crois. Il a doublé la taille de l'entreprise. Il l'a fait entrer au CAC 40. Je pense qu'il y avait probablement chez lui une part de mégalomanie. On connaît le personnage, qui a une autre idée de lui-même. Dans le cas des acquisitions qui ont été faites sous l'ère Breton, il y a eu une révision des valeurs, ce qu'on appelle une dépréciation d'actifs. Donc, on remet au bilan, on corrige la valeur. Et donc, elle a été assez considérable en 2 temps, 1,9 milliard une première fois, puis 2,5 milliards en début d'année. Donc, en gros, Atos a fait le constat que les entreprises qu'elle avait acquises ne valaient pas exactement le prix qu'elle avait inscrit à son bilan. Et
Après le départ de Breton, il y a eu encore beaucoup d'acquisitions. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de dettes. Il est clair, évident que Atos, depuis au moins 3 ans, vit ce qu'on appelle une crise de gouvernance. Ça fait chic, la crise de gouvernance. Une version moins chic, c'est de dire des dirigeants incompétents. Je veux dire, ça saute aux yeux. C'est-à-dire que quand Thierry Breton s'en va, il place 2 personnes pour le remplacer. 2 financiers. Comme président, Bertrand Meunier, qui était déjà au conseil d'administration, qui était un homme du private equity, c'est-à-dire en gros des investissements privés dans les entreprises, plutôt un profil de banquier, on va dire. Il nomme comme directeur général, CEO, Élie Gérard, qui lui était directeur financier de Atos. Donc on a d'emblée 2 personnages qui ont plus un profil financier qu'industriel. Mais Élie Gérard va partir et on va avoir, je crois de mémoire, 6 directeurs généraux différents en 3 ans. On voit bien que le problème, c'était le président, Bertrand Meunier, qui se prenait pour le DG, c'est-à-dire qu'il est sorti de son domaine qui était d'assurer la présidence du conseil d'administration pour se mêler de la gestion. Et donc, il a épuisé comme ça les directeurs généraux, les uns après les autres. Les conséquences, évidemment, sont terribles pour les équipes, parce que quand pendant 3 ans, vous avez 50 scénarios différents de cession d'entreprise, de scission d'entreprise, de mise en bourse, de non mise en bourse, etc., vous savez plus où vous habitez. Toute cette période d'incertitude avec de nombreux scénarios a coûté extrêmement cher. On a cité des chiffres vraiment impressionnants. On a en gros 1 milliard à peu près d'euros aurait été consacré aux différents plans de restructuration. Alors, cet argent est allé dans la poche de qui ? De 2 conseilleurs, si j'ose dire, les banques d'affaires, qui donc sont des banques spécialisées dont c'est le métier justement d'échafauder des mécanos de regroupement, de scission, etc. Donc les banques Rothschild et compagnie. Et les cabinets de conseil, dont le fameux cabinet McKinsey, qui à lui seul aurait probablement caissé 350 millions d'euros, c'est le chiffre qui circule, et qui a travaillé à la fois sur les scénarios de scission, sur la réorganisation de l'entreprise, et donc il y a eu un rôle central, mais c'est pas le seul parmi les cabinets, dans, j'allais dire, tout ce temps qui a épuisé l'entreprise, qui a épuisé les salariés. Et donc, pour un coût absolument considérable. Alors, Édouard Philippe, il est entré au conseil d'administration en 2020 et il en est sorti en mai 2023, donc il y est resté à peu près 3 ans. Il a été administrateur d'Atos, j'allais dire, pendant les 3 années de déconfiture. D'une façon générale, le conseil d'administration, c'est ce que j'explique dans mon papier, était un conseil d'administration béni oui qui n'a pas joué son rôle et qui n'aurait jamais dû, par exemple, accepter cette valse de dirigeants, etc. Donc c'était un peu un conseil d'administration fantôme. Et donc quel était le rôle d'Édouard Philippe ? En réalité, il s'est jamais exprimé. Tous les administrateurs se retranchent derrière le secret des délibérations. Bon, sans doute qu'il a servi à rien, mais j'allais dire comme tous les autres administrateurs à peu près, si ce n'est qu'il a, comme d'autres, touché des jetons de présence. Je crois que c'est à peu près 70 000 euros par an. Donc, j'allais dire pour des réunions où on ne fait que voter oui, c'est pas mal. Aucun plan n'a abouti, soit parce qu'on considérait que le prix de cession était trop élevé, soit parce que le découpage qui avait été envisagé n'était pas le bon. Il y a toujours plein de raisons. Et ce qui est quand même assez cocasse, c'est qu'aujourd'hui, Atos fait une revue des métiers avec un nouveau cabinet de conseil qui s'appelle Accuracy. Donc, fait une sorte d'examen complet de ces métiers. Donc on se dit, après avoir dépensé autant d'argent, s'il faut encore faire un inventaire des métiers d'Atos, c'est vraiment qu'il y a un problème dans la maison.
Donc aujourd'hui, on se retrouve, j'allais dire, en retour à la case départ. L'État, par la voix de Bruno Le Maire, dit on veille extrêmement sérieusement au dossier. Et alors, ils ont pris une action préférentielle dans Bull, qui est donc la filiale qui s'occupe de ces sujets. Une action préférentielle qui, en gros, leur permet d'intervenir si cette partie souveraineté était menacée de passer dans des mains étrangères ou en tout cas indésirables. Mais le sujet qui n'est pas abordé, c'est que l'État dit depuis des mois, on veille très attentivement aux intérêts de la France. C'est très bien, sauf que l'entreprise est très abîmée, les compétences se sont en partie enfuies. Il y a des gens qui sont partis chez Dassault, chez Airbus, chez Thales. Et donc, dire on veut protéger l'activité souveraine, elle est déjà abîmée. Et donc cette relative lenteur de l'État à s'en occuper est probablement problématique. David Layani, président et fondateur de OnePoint, bonjour. Bonjour. Alors évidemment, vous êtes là pour une raison bien particulière. On est très heureux de vous recevoir. C'est la première fois que vous prenez la parole. Vous avez fait une offre de 4,2 milliards d'euros sur la branche digitale et cyber d'Atos. Vous avez 3 000 salariés. Vous voulez racheter 65 000 salariés. David Layani est rentré au capital d'Atos pour monter jusqu'à 11,4% du capital, ce qui en fait aujourd'hui le premier actionnaire, dans un groupe qui, historiquement, n'avait pas d'actionnaire de référence. Ça veut dire, en gros, n'avait pas d'actionnaire leader qui donne le là à l'entreprise. C'est une occasion unique de bâtir un grand champion français du numérique et de la transformation. Donc David Layani a l'ambition d'être cet actionnaire de référence pour l'avenir. C'est un des projets de reprise aujourd'hui le plus évoqué. Donc lui, il a fondé une entreprise informatique qui s'appelle OnePoint, qui fait que 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc qui peut sembler petite. Néanmoins, il a réuni autour de lui des associés, on pourrait dire. Donc d'abord, il a fait une levée de fonds avec le fonds américain Carlyle pour 500 millions d'euros. Il vient de recevoir le soutien de Walter Butler, qui est un personnage haut en couleur, ancien énarque, qui a un fonds d'investissement, le fonds Butler, qui avait fait parler de lui parce qu'à une époque, il avait racheté le PSG, entre autres faits d'armes. Et on dit que certains créanciers seraient séduits par le scénario David Layani et donc pourraient, par exemple, entrer au capital en convertissant leurs obligations en actions. La difficulté avec lui, c'est qu'il est aujourd'hui mis en examen dans l'opération que certains ont appelée l'opération Sauver Sarko, qui avait consisté à convaincre Takieddine de modifier son témoignage dans l'affaire dite libyenne du financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Donc, David Layani est soupçonné, il est présumé innocent, soupçonné d'avoir, en gros, financé cette opération pied nickelé, on pourrait dire. Et donc, présumé innocent, mais quand même mis en examen. Tout ça, ça fait pas hyper solide dans un contexte où on parle de reprendre des activités stratégiques de l'État.